Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1, c'est l'heure du dernier journal, dont voici les titres. Le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu ce jeudi avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, Jean-Yves Le Drian. Les échanges ont porté sur le renforcement de relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment l'accélération des grands chantiers de coopération franco-ivoirienne. Le Premier ministre réaffirme la détermination du gouvernement à lutter contre la terreur. À Jacquesville, ce jeudi, Patrick Hachi a procédé à l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Une inauguration en présence de Jean-Yves Le Drian, du ministre de la Défense et de la ministre des Affaires étrangères. Et puis, plus de 8 ans après l'intervention militaire française qui avait permis de sauver Bamako des groupes armés djihadistes, Emmanuel Macron a décidé d'un arrêt progressif des forces françaises. 5000 soldats sont aujourd'hui déployés au Sahel, principalement au Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane. Et voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères est à Abidjan avant son déplacement à Jacquesville où il a participé à l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Jean-Yves Le Drian a été reçu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une occasion pour les deux personnalités de réaffirmer leur engagement quant au renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Le film de l'audience avec Jérôme Kofi Aboulan. La France et la Côte d'Ivoire toujours pour une coopération exemplaire en tous les domaines. Parole de Jean-Yves Le Drian, présent sur le sol ivoirien dans le cadre de l'inauguration à Jacquesville de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Le ministre français des Affaires étrangères a été ce jeudi en fin de matinée l'hôte du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, où lui et le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara ont longuement échangé sur des sujets d'intérêt commun. J'ai eu l'occasion de dire au président Ouattara que la France sera au rendez-vous pour poursuivre la montée en puissance et l'internationalisation de cette académie de lutte contre le terrorisme afin d'avoir une culture commune de l'action contre le terrorisme. J'ai pu ce matin, profitant de ce déplacement, signer un accord pour la construction du projet BioVea, avec à la fois un partenariat entre des financements ivoiriens et des financements de développement issus du groupe AFD, partenariat d'entreprise avec le groupe SIFCA, le groupe EDF et le groupe Meridiam, et puis un projet qui est à la fois un projet qui crée de l'emploi et qui permet de développer un mix énergétique respectueux de l'environnement et des accords de Paris. Donc je trouvais que c'était une bonne opération d'initier cette centrale. Et je dois dire au président Ouattara que si la mise en œuvre de ce projet va aussi vite que l'Académie de lutte contre le terrorisme, je serai encore ravi puisque nous avons eu là des opérations qui se sont produites dans des délais extrêmement rapides. En revenant par ailleurs sur la maladie à Covid-19, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française a indiqué croire en la capacité des pays africains de produire des vaccins en vue de la lutte contre la pandémie. Et Jean-Yves Le Drian d'ajouter que la France et la Côte d'Ivoire vont fédérer leurs efforts pour identifier ce qu'il y a à faire dans ce sens par le truchement de l'Institut Pasteur. Et je vous le disais en ouverture de cette édition, le Premier ministre était ce jeudi à Jacquesville. Patrick Hachi a procédé à l'inauguration officielle de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, une académie dont la mise en place repose essentiellement sur la formation d'une unité spéciale militaire basée sur le partage de renseignements, mais aussi sur la formation de magistrats pour mieux gérer tous les aspects relatifs au conflit. La coupure de ruban s'est déroulée en présence du ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, de la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, et du général Wagondo Diomandé, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Plus de détails avec Herman Guibé. Située dans les environs de la ville de Jacquesville, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. 1100 hectares ont été nécessaires pour sa construction. C'est cette académie qu'a inauguré le Premier ministre Patrick Hachi en compagnie du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
Avec eux, plusieurs membres du gouvernement. En quoi consisteront les missions de cette académie? Elle permettra le démarrage des activités d'entraînement, de formation des cadres et de réflexion stratégique sur un site adapté, avec des réalisations d'environ 15 milliards de francs CFA. Ces réalisations permettent d'accueillir une structure de direction, d'assurer simultanément 3 stages de formation de 25 stagiaires, d'héberger 25 stagiaires et en nourrir 80, d'entraîner des unités dans les domaines de contre-terrorisme en milieu urbain et rural, du tir et de la protection rapprochée, de mettre en œuvre les 3 piliers de formation de l'AILCLCT, à savoir l'entraînement pour les unités spécialisées, je veux parler principalement des forces spéciales, la formation des cadres acteurs de la lutte antiterroriste issus des ministères de la Justice, de la Défense et de l'Intérieur, et sans doute d'autres ministères à l'avenir. La recherche stratégique sur l'étude de la menace terroriste. Combattre le terrorisme est une responsabilité commune. Il faut s'unir pour faire face à la menace. Avec l'appui de la France, des Européens, de la communauté internationale, les États de la région doivent intensifier leur coopération militaire, leur coopération sécuritaire et leur coopération judiciaire. Et en agissant avec la même énergie, avec la même exigence sur l'ensemble du spectre du contre-terrorisme. Et c'est très précisément le sens et la vocation de l'AILCT, dont la création a été annoncée par les présidents Ouattara et les présidents Macron en 2017, et dont les premières formations ont débuté à Abidjan dès 2019 et qui va pouvoir maintenant fonctionner à plein régime ici à Jacquesville. Monsieur le Premier ministre, nos partenaires africains peuvent compter sur le soutien de la France, aussi bien en termes financiers que de coopération technique. Plusieurs de nos experts ont déjà rejoint l'Académie. Mais l'Australie, les Pays-Bas, la Norvège ont également déjà répondu présent. Et l'internationalisation de l'Académie va se poursuivre. Devant la menace que constitue le terrorisme pour la stabilité des États, le Premier ministre Patrick Hachi a appelé les États de l'Afrique de l'Ouest à s'approprier cette académie. Nous savons tous à quel point la menace terroriste est une plaie pour ce sous-continent. Cette nouvelle académie internationale, soyons-en tous immensément fiers, parce que se dessine là le futur de la paix sur le continent. Une élite sous-régionale de femmes et d'hommes à même de prendre le destin sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest en main, forgée dans la communauté des armes, dans la fraternité des bancs d'une institution d'excellence et le creuset de valeurs partagées. Oui, ce ne sont pas seulement des experts que l'Académie formera, ce sont des camarades qui partageront un savoir, un combat, une confiance, un espoir. Ils seront notre fierté, comme ils auraient été celle de notre frère, feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a également œuvré pour le lancement de ce projet. Je suis certain qu'il veille d'où il est sur cette cérémonie. Je voudrais également saluer et féliciter ici Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Ibrahim Téné Ouattara, qui, en si peu de temps, a permis l'achèvement des travaux que nous inaugurons aujourd'hui. Dévoilement de la plaque inaugurale, coupure symbolique du ruban, puis visite des locaux par le Premier ministre Patrick Hachi, avec à ses côtés le ministre français Jean-Yves Le Drian. Les personnalités présentes ont procédé à la signature du livre d'or de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. C'est un plan de sortie qui se veut progressif. 2 semaines après la survenue d'un nouveau coup d'État au Mali, Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi la fin de l'opération militaire Barkhane et la transformation profonde de la présence française au Sahel. Plus de 5000 soldats sont aujourd'hui déployés au Sahel, principalement au Mali, contre le groupe terroriste djihadiste.
Une bagarre généralisée entre élus, c'est le triste spectacle auquel nous avons assisté entre députés de l'Afrique australe et ceux de l'Afrique de l'Ouest et du Centre le mois dernier à Midrand en Afrique du Sud. La session avait pour objet le renouvellement des instances de l'institution parlementaire africaine, notamment l'élection du nouveau président. En désaccord sur le mode de scrutin, l'Assemblée solennelle a sombré dans le chaos. Des urnes ont été emportées et la session interrompue. Que s'est-il réellement passé au siège du Parlement panafricain lors de cette élection? Quelles sont les missions de cette Assemblée consultative de l'Union africaine qui manque déjà de crédibilité d'avis d'experts? Des réponses dans ce dossier politique signé Moussa Konaté. La vidéo a fait le tour de la toile. Des parlementaires réunis le 31 mai dernier en Afrique du Sud pour élire le nouveau président du Parlement panafricain se sont livrés à une confrontation physique et à des violences verbales. Aïssatou Aïdara Sissé, députée malienne, était en course pour le poste de président. Depuis Bamako, elle nous livre sa version des faits. La bagarre a éclaté parce qu'il faut retenir que nous sommes 3 candidats. Moi, candidate de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Chirumbira, candidat de l'Afrique australe, zimbabwéen, et Monsieur Albino, candidat de l'Afrique de l'Est, du Sud-Soudan. Au moment où on a commencé à appeler les candidats pour parler de leur programme, le candidat de l'Afrique de l'Est a été le premier candidat, Monsieur Albino du Sud-Soudan, qu'on a appelé pour venir parler de ce qu'il peut faire, de ce qu'il veut faire, de son programme en gros. Au moment où il s'est levé pour parler, le Zimbabwe, la dame du Zimbabwe s'est levée pour dire non. Et pratiquement les députés du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud, le désordre a été fait par les parlementaires de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe. Les gens se demandaient, mais pourquoi l'Afrique du Sud? Tout simplement parce que l'Afrique du Sud est de l'Afrique australe et le candidat en question est le candidat de la SADC. Donc, ils considèrent que c'est leur candidat. C'est comme vous avez vu la Côte d'Ivoire se battre, les autres pays, le Niger et tout, parce que je suis la candidate de l'Afrique de l'Ouest. La présidence tournante, voilà le point de désaccord entre les parlementaires. Les candidatures ont été validées. Nous étions prêts à aller aux élections quand l'Afrique australe a dit qu'elle ne part pas aux élections et que les élections ne se tiendront pas si nous n'entrons pas dans un cycle de rotation. Qu'est-ce qu'ils appellent la rotation? Ils estiment que l'Afrique de l'Ouest ayant été déjà une fois président, l'Afrique de l'Est ayant déjà été, je crois, 2 fois président, il était question maintenant que le seul candidat de l'Afrique du Sud australe puisse être le seul candidat donc, pour ces élections. Ce qui est un faux débat. Si même on devait avoir ce débat, c'était avant la validation des candidatures. Je mets quiconque au défi de me montrer un seul article dans le règlement intérieur qui parle de rotation. Il n'y en a pas. Deuxièmement, la rotation est évoquée dans ce qu'on appelle le protocole de Malabo, qui est un protocole donc, qui accompagne le règlement intérieur, où les chefs d'État à Malabo ont estimé qu'il était bon que dans la gestion du bureau, qu'on aille à la rotation. Mais cette rotation est conditionnée par la ratification donc, du protocole par au moins 28 pays. Aujourd'hui, nous sommes à 13. Et aucun pays de l'Afrique australe n'a ratifié le protocole. Aucun. Donc, on ne peut pas d'un côté vouloir la rotation et de l'autre refuser la ratification qui doit nous amener à la rotation. C'est humiliant pour l'Afrique. Il faut qu'on apprenne à respecter nos textes. La scène de bagarre a suscité une vive polémique. La préoccupation des députés sud-africains ou anglophones ou de l'Afrique australe, elle n'est pas mauvaise. Mais ce n'est pas une raison d'user des violences, d'user de menaces, d'user d'intimidation, comme certains députés sud-africains l'ont fait, en cassant les urnes, en menaçant ça et là. Ça, ce n'est pas bien. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur l'attitude de ma collègue Mariam. D'abord, il faut qu'on sache que Mariam n'est pas la seule qui soit venue défendre le comité ad hoc. Parce qu'en réalité, il s'agissait de défendre le comité ad hoc. Le comité ad hoc, c'est le comité qui devait donc organiser les élections, qui était présidé par Janet Kabila, donc de la RDC. Donc, face à la violence de ces Sud-Africains,
nous avons estimé que certains membres donc, de nos caucus, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord, devaient protéger les députés membres du comité ad hoc. Le président de la Commission de l'Union africaine a réagi à travers un tweet. Les scènes de violence choquantes au Parlement panafricain ternissent l'image de cette institution. J'appelle tous les parlementaires à se ressaisir et à se conformer aux règles et procédures de l'institution. Cet incident a attiré l'attention sur l'institution parlementaire qui jusque-là est peu connue. Créé en 2004, le Parlement panafricain est une organisation composée de 53 pays africains. Chaque pays est représenté par 5 membres. 3 députés et 2 sénateurs ivoiriens y siègent pour le compte de la Côte d'Ivoire. Les partis au pouvoir et tous les mouvements dans un pays doivent pouvoir être représentés dans la délégation de ce pays au Parlement panafricain. Il y a une règle. En plus, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins une femme parlementaire dans les délégations. Après donc 17 ans d'exercice, l'on s'interroge toujours sur le rôle précis du Parlement panafricain, ses missions ainsi que l'impact réel de ses décisions au plan continental. Pour l'instant, c'est un Parlement qui a un pouvoir consultatif, simplement consultatif. Et aujourd'hui, le débat au niveau du Parlement panafricain et par rapport aux élections qui devaient avoir lieu, chacun des candidats avait compris qu'il fallait que le Parlement panafricain puisse jouer un rôle législatif. Et la deuxième phase de ce Parlement, c'est d'acquérir ce pouvoir législatif et de pouvoir faire des propositions qui vont permettre d'ailleurs à l'Union africaine d'avoir une politique agricole, d'avoir une politique des transports, une politique de développement qui soit pleinement intégrée. La session du Parlement panafricain est pour l'heure suspendue. L'élection est reportée. Mais que disent les textes pour la suite? Les élections devaient se tenir au plus tard le 31 mai, c'est ce que disent les textes. Mais puisque le processus a été interrompu, on compte sur le mois d'octobre, mois au cours duquel il y a une session. Et c'est à cette session, parce que c'est en plénière qu'il faut faire les élections, mais on a la possibilité aussi de faire une session extraordinaire. J'espère tout simplement que les sanctions seront levées sur le Mali et qu'on pourra voir dans quelle mesure organiser une session extraordinaire pour faire les élections. Même si son efficacité est parfois mise en doute, le Parlement panafricain a le mérite d'exister avec son statut d'Assemblée consultative de l'Union africaine. Toutefois, le dérapage de Midrand à Johannesburg est considéré comme une publicité négative pour cette institution parlementaire africaine. Et voilà, c'était le dossier politique de RTI 1 sur le Parlement panafricain à Midrand en Afrique du Sud. La consolidation et la préservation de la paix en Côte d'Ivoire étaient au cœur des échanges entre les diplomates américains et égyptiens. Des diplomates en visite chez le président du COSIM, le cheikh Aïma Ousmane Diakité, a été invité à s'impliquer davantage dans le dialogue politique afin de favoriser la cohésion entre les différents leaders politiques. De Madongui, Konepa Gassoro pour le compte-rendu. Richard Bell, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire au cabinet de Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM. Au centre des échanges, la consolidation et la préservation de la paix en Côte d'Ivoire. Nos deux pays, les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire, ont ceci en commun que nous sommes des pays riches en diversité ethnique et religieuse et que le vivre ensemble, malgré les différences d'opinion, les différences de pratique, mais en reconnaissant chacun dans l'autre un être humain, ça permet vraiment à un pays de s'épanouir pleinement. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, tout en se réjouissant de la visite du diplomate américain, a tenu à lui traduire toute la reconnaissance de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Tous les imams de Côte d'Ivoire sont très honorés et rassurés en même temps, qui est le pays le plus puissant au monde, a un représentant aussi humble et qui vient vers les autres, venir partager les sentiments d'amitié profond. En tout cas, nous avons félicité l'ambassadeur, nous sommes heureux de sa visite. En fin de soirée, c'est le diplomate égyptien Badawi Wael qui a rendu visite au président du COSIM. L'importance de la promotion d'un islam tolérant et modéré était au cœur de cette rencontre. Nous notons vraiment avec grand plaisir et grande satisfaction les efforts qui sont déployés
par son éminence Ousmane Diakité et puis son excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara pour assurer un développement équitable pour toutes les communautés ici en Côte d'Ivoire, pour promouvoir la paix et la stabilité. Les diplomates américains et égyptiens n'ont pas manqué d'inviter Cheikh Aïma Ousmane Diakité et l'ensemble de la communauté musulmane à multiplier prières et adorations pour une Côte d'Ivoire paisible et plus harmonieuse. Et on parle maintenant des législatives partielles à Séguéla. La campagne s'est déroulée sans heurts. Les différents candidats ont mené une campagne apaisée. En face, la population plaide pour une élection sans violence. Envoyé spécial dans le Ourodougou, à Boussanogo. La ville de Séguéla vaque paisiblement à ses occupations. Mais n'oublie pas la campagne pour les législatives partielles ouverte depuis le 4 juin dernier. Ici à Séguéla dans le Ourodougou, on milite pour une élection apaisée et sans violence. Ça s'est passé très bien. Il n'y aura pas d'incident ni rien. On est tous de la même famille. Après Dieu, tous les candidats aussi, ça n'a qu'à passer bien. Elle est votée aussi propre. Les gens n'ont qu'à conseiller les enfants. Il ne faut pas qu'ils vont faire palabre. Les caravanes des candidats en lice circulent librement pour allier les lieux de meeting et autres rencontres. Les populations attendent beaucoup de celui qui sera au soir du 12 juin prochain, leur représentant à l'Assemblée nationale. Un bon député, c'est celui qui est à l'écoute des populations, c'est celui qui est avec la population. Quand je regarde l'environnement, je sais qu'il n'y aura pas de palabres. Le bon député, c'est celui-là même qui s'imprègne de la réalité de sa population. Nous en appelons vraiment au calme des deux partis pour dire que celui du PDC est un enfant de Séguéla, celui du RHGP c'est un enfant de Séguéla. Donc après tout, c'est Séguéla qui gagne. Il s'agit de pourvoir le siège laissé vacant par Ahmed Bakayoko, élu le 6 mars dernier, mais très tôt rappelé à Dieu. Celui qui est parti et puis on vient le remplacer là, il était proche de la population. Mais il n'y a pas quelqu'un qui dit son mauvais nom ici. Que celui qui le remplace là soit à la hauteur, peut-être même qu'il fasse plus que ça. Que ça se termine très bien et qu'on ait un député pour remplacer notre papa, pour continuer ce qu'il avait déjà commencé, qui n'a pas pu terminer. L'élection à Séguéla, là, ça n'a qu'à être bien propre. Nous, on ne veut pas palabre. Toutes les populations se disent disposées à œuvrer pour la bonne tenue du scrutin. Et dans la circonscription électorale numéro 11, tout est fin prêt pour la tenue du vote. Le matériel électoral est déjà sur place. Les forces de défense et de sécurité sont également présentes. Le préfet du département de Ouaninou invite les différentes populations à aller voter dans le calme le 12 juin prochain. Le constat d'Ève Boué. Ouaninou, à quelques heures de la fin de la campagne pour les législatives partielles. Il est 15h05 ce mercredi 9 juin. Nous sommes au siège de la commission électorale indépendante du département de Ouaninou. Le matériel électoral est déjà là. Un peu plus loin, au groupe scolaire Ouaninou, les agents des bureaux de vote sont en train d'être formés. Les agents qui doivent aller sur le terrain par rapport aux élections qui vont se passer. Ils forment pratiquement sur le code électoral, le déroulement de tout le processus de vote, commencer comme on appelle, à l'ouverture des bureaux de vote et jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Les dépouillements qui se font et après on passe à la proclamation des différents résultats dans les différentes salles au fait. Au centre-ville, précisément à la gare, à 16h passées, nous trouvons les lieux d'animation des candidats en liste déserts. Renseignements pris, ils sont en pleine campagne de proximité dans les différentes localités de la circonscription électorale. Ensuite, nous nous rendons à la préfecture. Le préfet du département, Boni Kwaku Adolphe, fait le point de la campagne depuis son ouverture. Les candidats ont préconisé la campagne de proximité, ce qui fait que nous n'avons pas les grands meetings, mais ils ont des QG à la gare où de temps en temps, ils font de l'animation. Donc jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'incident. La campagne se déroule dans de très bonnes conditions. Pour la sécurisation du scrutin, toutes les forces de défense et de sécurité sont mobilisées avec des renforts venus entre autres de Man, Diokoué, Odiéné et Korogo. Au niveau de la sécurisation, nous avons les forces de première catégorie. Il y aura la police, la gendarmerie. Nous avons un détachement de l'escadron et des FACI. Donc tous ces détachements seront chargés d'assurer
la sécurisation des élections. Et je voudrais donc inviter la population le 12 juin à aller voter dans le calme et que le meilleur gagne. Et le meilleur sera parmi ces deux candidats en lice pour cette circonscription électorale. Et on parle maintenant du sommet mondial virtuel sur le caoutchouc avec ses 14 communications et ses 4 panels. Un sommet à travers le monde entier et depuis Abidjan qui est très suivi. Comment les défis techniques et technologiques ont été relevés par la Côte d'Ivoire? La réponse dans ce reportage de Noël Niayo. Les Ivoiriens sont résilients. À chaque situation, nous essayons de nous adapter, de faire en sorte que nous puissions tirer notre épingle du jeu. La preuve par 4 de cette résilience, la bonne tenue du premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc. La cérémonie d'ouverture, il y avait une vingtaine de pays connectés à travers le monde, en Asie, en Amérique, en Europe et en Afrique, et plus de 200 participants, dont la moitié au moins étaient connectés avec l'Europe. Les performances au niveau de la production ne sont pas en reste. Les statistiques des 3 dernières années nous indiquent que notre production annuelle s'est accrue au minimum de 18% par an. Et c'est ça le mystère que le monde entier vient chercher à comprendre. Préoccupation majeure des acteurs ivoiriens de la filière, aller au-delà de la première transformation pour mieux exploiter les avantages socio-économiques de l'hévéaculture. D'ici 2 ans, la Côte d'Ivoire ne sera pas 4e mondiale, mais peut-être 3e mondiale. Et donc, arriver, bien sûr, si on atteint ces résultats, nous allons demander à l'État de nous accompagner pour la 2e et voire la 3e transformation du caoutchouc. Parce que c'est là-bas que se trouve la valeur ajoutée. Ouvert ce mardi, le premier sommet virtuel sur le caoutchouc fait sa dernière saignée, demain vendredi 11 juin. Et ce jeudi, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État était dans les nouveaux locaux de la Direction générale des marchés publics. Il s'agissait pour Moussa Sanogo d'améliorer les conditions de travail des agents chargés de contrôler les procédures de passation des marchés publics. Avant son érection en direction générale par décret en 2018, cette entité était une direction centrale. L'éclairage de Mahama Traoré. Dans la commune de Cocody, quartier Riviera-Bonoumin, ces 2 bâtiments de type R+4 servent désormais de siège à la Direction générale des marchés publics. Bâti sur près de 5000 m², l'édifice équipé de toutes les commodités va accueillir l'ensemble des 230 agents au niveau central, ce qui va optimiser le contrôle de la régularité des opérations liées à la commande publique, selon le directeur général des marchés publics. Depuis décembre 2019, la Direction des marchés publics a été érigée en direction générale avec de nouveaux défis. Et nous savons qu'il y a beaucoup d'attentes derrière cette acquisition et nous ferons de sorte que ces attentes soient comblées par l'efficacité du contrôle qui est l'essentiel de notre mission. Ce jeudi, Moussa Sanogo est venu connaître les locaux de la Direction générale des marchés publics. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État a visité les 2 bâtiments, quelques-uns des 77 bureaux, les salles informatiques, les 3 salles de conférence dont l'une porte son nom. Il y a des équipements très modernes. Nous sommes en train de faire beaucoup de travaux pour accélérer la dématérialisation totale des opérations de passation des marchés. Donc ça permettrait de gagner beaucoup de temps. Ça permettra aussi d'assurer une grande transparence dans les marchés. Je pense que c'est quelque chose qui va être extrêmement important pour l'ensemble de notre écosystème. Avant son érection en direction générale par décret en 2019, cette entité était une direction centrale de la Direction générale du budget et des finances. La nouvelle Direction générale des marchés publics est composée de 4 directions centrales. Un mot de santé à présent avec notamment le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 10 juin 58 nouveaux cas de Covid-19 sur 2604 échantillons prélevés, soit 2,2% de cas positifs, 31 guéris et 0 décès. À la date du 10 juin 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 47 605 cas confirmés, dont 47 092 personnes guéries, 306 décès et 207 cas actifs.
Le nombre total d'échantillons est de 668 205. Le 9 juin, 18 595 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 662 848 doses administrées. La ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a lancé ce jeudi les examens des institutions de formation et d'éducation féminine. Cette année, 714 auditrices et auditeurs prennent part aux compositions sur toute l'étendue du territoire national. La ministre Nassénéba Touré était ce matin dans un centre de composition dans la commune de Marcory pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Michel Mambo. 714 auditrices et auditeurs des IFEF, Instituts de formation et d'éducation féminine, repartis dans 17 centres sur toute l'étendue du territoire national. Après une année scolaire bien remplie, l'heure est à l'évaluation. J'aime bien la couture et je voudrais avoir d'abord un diplôme et puis être habilité à ouvrir un atelier de couture. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est sur le terrain. À l'IFEF de Marcory, Nassénéba Touré est venue s'assurer du bon déroulement des épreuves. L'éducation de la jeune fille, la formation, l'autonomisation de la femme, les IFEF offrent aux populations vulnérables, femmes, jeunes filles déscolarisées et même quelques hommes désormais, l'opportunité de s'insérer dans le tissu socio-économique. Pour donc élargir l'éventail de ces opportunités, des réformes sont annoncées. Le gouvernement est en train de travailler à une réforme des IFEF, des instituts de formation et d'éducation féminine, pour pouvoir intégrer d'autres corps de métiers aujourd'hui qui sont demandés, qui ont une forte demande sur le marché de l'emploi. Alors, il y a les métiers de l'agriculture, il y a surtout les métiers des nouvelles technologies, des TIC. Et à cet effet, je voudrais dire qu'il y a 20 centres qui sont déjà digitalisés et nous allons aussi penser à intégrer l'apprentissage de l'entrepreneuriat. L'examen de fin d'année des IFEF s'est tenu sur une journée ce jeudi 10 juin avec des modules ayant trait à la vie familiale, la couture et la pâtisserie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. On se retrouve demain à 13h. D'ici là, portez-vous bien.